Souleymane Niang. D'abord, un mot sur la Cour suprême qui doit statuer à l'instant même sur 2 recours en annulation introduits par le Congrès pour la Renaissance démocratique CRD, recours contre le décret 2020-964 du 17 avril 2020 instituant un honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, recours également contre le décret 2020-976 du 21 avril 2020 accordant le statut de président honoraire à un ancien président du Conseil économique, social et environnemental, en l'occurrence Madame Aminata Tall. Les 2 textes sont attaqués par la coalition de leaders de partis et d'organisations de la société civile pour illégalité manifeste, le CRD qui a également introduit une requête en référé mesures utiles conservatoires à propos du décret 2020-964 qui institue l'honorariat. Toujours au sujet de l'actualité judiciaire, la grève du Sud-Just qui a été reconduite pour 48 heures supplémentaires à compter d'aujourd'hui. Les travailleurs de la justice qui demandent l'application du protocole signé en 2018 avec l'État du Sénégal. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Et on reparle des 7 gazelles oryx transférées d'une réserve nationale à une réserve privée attribuée au ministre de l'Environnement. Vous le savez, le sujet défraie la chronique parce que 2 des individus ont perdu la vie lors de ce transfert et en raison de la qualité du principal concerné. Justement, le ministre de l'Environnement dit n'avoir rien à se reprocher dans cette affaire des gazelles transférées à sa réserve. Abdou Karim Sall précise que ces espèces lui ont été juste confiées. Il refuse l'argument d'un conflit d'intérêts. Nous l'écoutons avec El Hadj Ndiogou Diène. Pourrait être un délit d'initié si on m'avait offert ou si j'avais acheté. On ne m'a pas offert, je n'ai pas acheté. Ces oryx reste la propriété de l'État, avec un protocole en bonne et due forme, avec le gérant de la ferme, comme ça s'est passé partout au Sénégal. Je vous ai cité des exemples. Je profite de cette occasion pour dire que les Sénégalais qui sont capables aujourd'hui de nous aider à protéger ou à préserver ces espèces-là, je pense qu'ils seront les bienvenus. Ils pourront signer des protocoles si nous vérifions qu'ils sont capables de les accueillir et de les recevoir dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, on n'a pas besoin, encore une fois, de s'épancher sur cette question-là dans la mesure où le ministre n'a pas reçu un don, le ministre n'a pas acheté. Donc, c'est dans le cadre d'un protocole qui est fait avec l'ensemble des bien fondés. Des défenseurs de l'environnement et de la nature jugent les faits extrêmement graves parce que des gazelles oryx sont mortes durant le transfert vers votre réserve privée. Ils demandent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette affaire. Votre réaction par rapport à cette requête? Tous ceux qui veulent ouvrir des enquêtes, ils sont libres de le faire. Moi, je sais que je n'ai rien à me reprocher. Je suis vraiment droit dans mes, comme disent les gens dans mes bottes. Et cette situation ne m'ébranle pas. Je n'ai pas fait quelque chose d'irrégulier. Je suis dans la protection des espèces comme le veut la mission qui m'a été confiée. C'est dans cette préservation de ces espèces-là que ce transfert a été fait. Vous savez, quand on met les espèces dans un seul endroit, ce qui risque de se passer, c'est des problèmes de consanguinité. Et finalement, l'espèce risque à long terme de s'éteindre. C'est la raison pour laquelle on multiplie les points vers lesquels on envoie ces espèces-là pour qu'ils puissent se reproduire. Donc aujourd'hui, ma volonté, c'était de participer à cette démarche. Vous entendrez plus largement le ministre de l'Environnement sur notre antenne puisque Abdou Karim Sall sera l'invité de RFM ce soir donc. Justement, le colonel Moumar Gueye demande une enquête sur l'affaire des gazelles oryx transférées à la réserve privée du ministre de l'Environnement. Les responsabilités doivent être situées selon l'ancien conservateur du parc national Nyokolo-Koba et du parc du Delta du Saloum. Le colonel Moumar Gueye était l'invité d'RFM Matin. Les oryx algazelles sont des animaux intégralement protégés et que quand il arrive un accident de cette nature, il est parfaitement souhaitable de tirer ça au clair et je crois que les autorités en charge de cela vont le faire. Tirer ça au clair, c'est-à-dire qu'est-ce qui a motivé ce déplacement d'animaux de la réserve du Ferlo à Dakar.
pour quelles raisons ça a été fait, est-ce que les conditions ont été observées, est-ce que les gens n'ont pas manqué d'attention, de prudence ou de respect des règles établies. Dans ces conditions, je pense qu'on pourra tirer des conclusions et dire que ça devrait se faire ou ça ne devrait pas se faire. Je crois que là, il faut qu'une enquête. Il faut le faire par rapport aux conventions que l'État du Sénégal a signées. L'État du Sénégal a signé la Convention de Washington. L'État du Sénégal est partenaire dans ce qui concerne le programme L'Homme et la biosphère de l'UNESCO. Et tous ces programmes-là protègent les animaux, particulièrement les animaux intégralement protégés, parmi lesquels on peut compter l'oryx algazelle. Donc, pour quand même que le Sénégal ne soit pas stigmatisé sur cette question-là, je crois qu'il y a des responsabilités à prendre et des enquêtes à mener pour tirer cette affaire au clair. Quand des situations de cette nature arrivent, ça gêne souvent l'autorité supérieure qu'il est lui. Alors donc, je suis persuadé que des enquêtes seront ouvertes et que cette affaire sera tirée au clair parce que c'est une affaire suffisamment grave pour mériter cette enquête-là. Autre affaire qui fait grand bruit actuellement et qui va certainement être relancée ce soir par le face-à-face entre le président directeur général de la Sedima et une partie de la presse, celle des terres de Guilach et Ndengler, dont une partie aurait été indûment attribuée au groupe agroalimentaire. Babacar Ngom annonce qu'il va évoquer le sujet entre autres questions. Hier, le comité pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie a remis en cause la sélection d'une partie de la presse et a demandé à celle-ci de préciser la nature de ce face-à-face et le cas échéant de préciser qu'il s'agit d'un publi-reportage. Comment on se prépare dans les rédactions pour faire face à Babacar Ngom, Mohamed Ali Mouba? Publi-reportage, conférence de presse classique, Babacar Ngom, le PDG de Sedima, va s'exprimer en tout cas devant un parterre de journalistes. À 2STV, on n'a pas trop cherché à comprendre, à s'avancer dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que l'industriel a payé pour 2 heures de direct. Ben Maktar Diop, le responsable de la rédaction. Nous serons à la conférence de presse du PDG de Sedima cet après-midi. Effectivement, il a saisi donc notre direction pour une couverture et nos 2 journalistes, ils seront en l'occurrence le rédacteur en chef Cheikh Diaby et Lassana Sissé. Donc ce sera effectivement en direct sur la 2STV. Cette TV fait partie des médias contactés, mais pas question de diffuser en direct la conférence de presse du PDG de Sedima s'il ne passe pas à la caisse. Maïmouna Ndour, la PDG. Nous, on a essayé de négocier un entretien avec Babacar Ngom. Ils nous ont appelés en début de semaine pour nous dire qu'ils ont finalement décidé de faire un format interview avec plusieurs journalistes en même temps parce que la demande était forte. Nous avons décidé un représentant et ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, si Babacar Ngom ou son équipe de communication veut une large diffusion de son entretien avec les journalistes, ils devront passer par le service commercial. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que celui qui paie généralement commande. Alors à 2STV, va-t-on dire clairement aux téléspectateurs que c'est un public reportage? Non, c'est un public reportage. Dans tous les cas, il a saisi la direction générale et cette conférence de presse sera retransmise en direct sur les antennes de la 2STV cet après-midi. C'est ce que je puis dire. Les journalistes ont été priés d'y aller et avec tout l'arsenal qu'il faut, technique. En tout cas, au niveau de ces 2 médias, on promet, quel que soit le format, de poser toutes les questions sans restriction aucune. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Venons-en maintenant à la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Commençons par les chiffres du jour, tels que publiés ce matin par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 970 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 113 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Thiès 4, Mbour 2, Cité Batrin 1, Keur Massar 1, Khombol 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1,
Sicap Foire 1 et Saint-Louis 1. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mercredi 8 juillet 2020. L'état de santé des autres patients reste stable. À ce jour, 7 784 cas positifs, dont 5 169 guéris, 143 décédés et donc 2471 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore hospitalisés. Et comme vous le savez, le Sénégal va introduire les tests de diagnostic rapide dans sa stratégie de testing, ce au moment où on évoque une éventuelle baisse du nombre de tests effectués. Les TDR viendront en appoint aux tests PCR. Quelle différence entre ces deux techniques? Réponse à Wambaye. Les tests de diagnostic rapide ou TDR, comme l'indique son nom, permettent de détecter dans un délai très court les anticorps produits par l'organisme qui a été infecté par le virus, selon le directeur des laboratoires, le professeur Amadou Mokhtar Dieye. L'utilité des tests de diagnostic rapide, ce sont des tests qui détectent des anticorps. Cela ne permet pas vraiment de poser un diagnostic parce qu'ils sont positifs de manière décalée, 15 jours en moyenne après l'apparition des symptômes. Mais on peut les utiliser pour voir dans un groupe quelles sont les personnes qui ont été infectées par le virus. Donc ça permet vraiment de déterminer la prévalence, en tout cas le degré de circulation du virus dans une population donnée. Parfois aussi, il y a des cas où les PCR peuvent être négatives parce que la personne est infectée depuis très longtemps ou bien pour d'autres raisons, on peut avoir des PCR négatifs. Dans ce cas aussi, on peut ajouter les TDR qui peuvent compléter les résultats qu'on a obtenus avec les PCR. Après un changement de méthode de ciblage des personnes à tester, le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, annonce la nouvelle stratégie qui consiste à intégrer les TDR dans les outils de diagnostic. Les tests de diagnostic rapide qui seront effectifs dans les prochains jours au niveau de certaines régions, notamment dans la région de Kaolack, de Tamba, de Kédougou, Ziguinchor, Matam et dans la région de Saint-Louis. L'objectif qui est visé, il y a une décentralisation déjà de la stratégie. Les avantages d'après le docteur Mamadou Ndiaye. Un accès des populations éloignées aux services diagnostiques. Un deuxième avantage, c'est l'avantage coût. Il y a également, comme leur nom l'indique, c'est des tests de diagnostic rapide. Il y a également la diligence dans la prise en charge du cas éventuellement. Aujourd'hui, la transmission est entrée dans une phase active, ce qui veut dire que le virus circule et il faut que les moyens de diagnostic soient disponibles partout au Sénégal. Allons maintenant à Ziguinchor où une cinquantaine d'agents qui officient au centre de traitement pour personnes malades de Covid-19 ruminent en silence leur colère. Ces personnels réquisitionnés par le ministère de la Santé n'ont jusque-là pas reçu leur prime de motivation depuis le début des opérations de prise en charge des malades. Plusieurs tentatives de grève ont échoué, mais une paralysie n'est pas à écarter très prochainement si cette question n'est pas prise en charge, avertissent-ils. Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Ils sont infirmiers, hygiénistes, travailleurs sociaux et médecins, 52 au total, officiant à l'hôpital de la Paix et à l'hôpital régional, à être dispensés de leur charge professionnelle routinière pour être fixés au centre de traitement des personnes malades de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Leur rôle au centre de traitement s'étend de la prise en charge des malades jusqu'à l'accompagnement psychosocial des guéris. Ces nombreux sacrifices consentis par les agents tardent à être récompensés par l'indemnité Covid-19 qui leur est promise par le chef de l'État. Un de ces agents, sous le couvert de l'anonymat, nous a confié qu'aucun d'entre eux n'a perçu jusqu'ici cette prime de motivation depuis plus de 4 mois que se déroulent les opérations de prise en charge au niveau du CTE. Une autre source au niveau du personnel concerné par cette situation nous a même révélé que les agents ont tenté à 2 reprises d'aller en grève, mais ils y ont sursis à la suite de médiations entamées à l'interne sanctionnées par des promesses sur la disponibilité des ressources dans les délais raisonnables. Aujourd'hui, que rien n'est fait pour honorer les engagements pris, la menace d'aller dans le sens de paralyser la prise en charge des malades de Covid-19 au centre de traitement est très agitée. Une source dans le dispositif régional de pilotage sanitaire que nous avons contacté dit être au courant de cette affaire, mais elle précise que le centre de traitement de Ziguinchor
Ziguinchor n'est pas le seul dans ce cas de figure, avant de rassurer que des dispositions seront prises pour permettre aux agents d'entrer en possession de leurs fonds. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Restons dans la région pour parler du coronavirus et de ses effets sur le taux de fréquentation des structures sanitaires. À Ziguinchor, les postes de santé et districts sont à genoux, faute de recettes pour honorer les charges salariales des personnels communautaires. L'agence de la CMU enfonce le clou en remboursant seulement 50% de la dette qu'elle leur doit, sous prétexte que c'est l'État qui doit à l'État. Une situation jugée inacceptable par la section régionale du SUTSAS qui parle d'une volonté délibérée d'asphyxier davantage les structures de santé déjà très mal en point avec la pandémie. Ousmane Baï, secrétaire général de la section SUTSAS, est avec Lamine Ba. C'est simplement décevant que dans le contexte où nous nous trouvons, dans la nécessité de mobiliser l'ensemble des ressources humaines du système de santé pour pouvoir faire face à la demande créée par la Covid, qu'il y ait des agents dont on utilise les compétences et qui sont mises à part du point de vue de la motivation Covid, mais qui, au lieu d'être prises en charge par les structures, ne peuvent plus l'être parce que les malades ne fréquentent plus, il y a une baisse de recettes. Et lorsque l'agence de la CMU rembourse, elle ne le fait pas intégralement. Elle donne à peu près la moitié de ce qu'elle doit, sous prétexte que c'est l'État qui doit à l'État. En fait, ce que nous percevons, c'est que l'agence ne comprend pas qu'en réalité, en tenant les structures presque en asphyxie financière, c'est les communautaires encore une fois qui vont trinquer dans la mesure où les ressources étant faibles, les communautaires ne peuvent même pas avoir le peu qu'ils gagnaient pour pouvoir entretenir leur famille. Et d'autre part, nous trouvons que c'est paradoxal qu'au moment où l'État sort des milliards à l'endroit des structures, des entreprises économiques, nous trouvons paradoxal que l'État trouve utile de faire des générosités à l'endroit de ces entreprises au lieu de payer ses dettes à des structures de santé qui sont au cœur de la tourmente à l'heure actuelle. Le découragement moral est en train de s'installer. Et nous lançons une alerte pour que cela cesse. Il faudrait que l'on paye les structures de santé intégralement pour que ces structures puissent au moins honorer les communautaires qui sont un personnel incontournable dans la prise en charge des cas de Covid. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Souleymane Niang. Le reste de l'actualité avec la publication hier du décret sur le réaménagement du calendrier scolaire. La présente année scolaire s'achèvera le 30 septembre. La prochaine année académique va démarrer en novembre, un prétexte pour s'intéresser aux classes intermédiaires qui reprennent les cours en novembre. Des acteurs du secteur de l'éducation déplorent l'absence de concertation sur la question. Koumba Sandiane Faye. Si les élèves en classe d'examen ont repris le chemin de l'école le 25 juin dernier, les élèves des classes intermédiaires, eux, vont devoir encore continuer d'apprendre à la maison. Une décision sur laquelle les autorités ont bien réfléchi, nous dit Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Les conditions imposées par le protocole de sécurité sanitaire ne nous permettent pas de prendre en charge ces classes intermédiaires, puisqu'il nous faut respecter la distanciation physique en éclatant les classes avec des effectifs très réduits et en utilisant les enseignants des classes intermédiaires dans les classes d'examen. Un réaménagement du calendrier scolaire qui semble être décidé sans se concerter avec certains acteurs de l'éducation, comme les syndicats. C'est du moins la position de Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS. Je crois que le ministère de l'Éducation devrait appeler à une rencontre de tous les acteurs, aussi bien les partenaires sociaux, les acteurs pédagogiques, les inspections, pour que nous puissions vraiment échanger ensemble et voir quelle est la conduite à tenir par rapport aux classes intermédiaires. Cela permettra surtout aux pédagogues d'indiquer la meilleure formule et à partir de ce moment, on devra l'appliquer par rapport au passage des différentes classes d'une classe. Le décret 2020-1487 prorogeant l'année scolaire 2019-2020 publié ce mardi. En son article 1, l'année scolaire sera prorogée jusqu'au 30 septembre 2020. Article 2, la rentrée 2020-2021 est fixée au 5 novembre pour le personnel enseignant et au 12 du même mois pour les élèves. Dans quelques instants, l'actualité internationale, mais avant cela, parlons du décès du Premier ministre ivoirien
hier qui a surpris ses compatriotes établis au Sénégal. Ceux qui ont accepté de réagir retiennent de Amadou Gon Coulibaly, un homme travailleur qui a toujours servi sa nation. Nous nous sommes rendus à l'ambassade de Côte d'Ivoire ce matin. Un reportage de Youssouf Bodian. Calme habituel à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Dakar. Thermoflash et gel hydroalcoolique accueillent le visiteur à l'entrée. Coronavirus oblige. En l'absence de l'ambassadeur, pas de réaction officielle. Mais à la sortie, nous accrochons cette étudiante ivoirienne surprise par la nouvelle du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bon, je dois avouer que ça a été vraiment choquant, on ne s'y attendait pas. Parce que le matin, je vais dire, il était en pleine forme. Donc. Mais bon, comme on ne peut pas tout prévoir et franchement, c'est vraiment désolant. On espère vraiment que ça ne va pas affecter l'état politique en général et que les différents partis vont prendre leurs dispositions pour les prochaines élections surtout, parce que c'est ça un peu qui fait un peu peur. La population est un peu, on ne sait plus ce qu'on va faire, mais on attend. Voilà ce que retient cette étudiante ivoirienne au CESAC du défunt Premier ministre. Bon, je dirais que c'est quelqu'un de travailleur. On a vu déjà tout ce qu'il avait fait. Il était surnommé, comme je dirais, le lion. Donc, il travaillait assez. Et même quand il est revenu de l'hôpital, la première des choses qu'il a fait, c'est d'aller au travail. Donc je dirais que c'était un bosseur. Amadou Gon Coulibaly est décédé hier brutalement suite à une crise cardiaque. À la primature depuis 3 ans, l'homme âgé de 61 ans était le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz fait faux bond à la commission d'enquête parlementaire qu'il avait convoquée ce jeudi. L'audition était prévue à 11h, mais l'ancien président Aziz ne s'est pas présenté. La convocation est liée à des malversations et irrégularités sur des marchés publics. De Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. Dans la convocation de la commission d'enquête parlementaire, Mohamed Ould Abdelaziz devait répondre, je cite, à des faits violant la Constitution et les lois de la République islamique de Mauritanie, à savoir des irrégularités dans les marchés publics liés au port et à l'énergie solaire, mais aussi à des malversations dans le domaine du pétrole et du foncier. Mais l'ex-président n'a pas déféré à la convocation. Et son absence suscite différentes interprétations chez les parlementaires. Ce député Mohamed Bouyecher Mohamed Val, par exemple, estime que si l'enquête concerne aussi les anciens présidents de la République, la commission n'a pas la compétence de les auditionner. Tandis qu'un autre, Khalil Ould Dada, estime lui que Mohamed Ould Abdelaziz devait au moins répondre en tant que citoyen qui a eu à diriger le pays, et précise que tout citoyen sollicité par la commission doit répondre. Il reste en tout cas pour la commission d'enquête parlementaire de soumettre ses conclusions à l'Assemblée nationale qui pourra les porter devant la Haute Cour de justice si nécessaire. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Burkina Faso, les députés demandent un report des élections législatives. Report d'un an. Les parlementaires invoquent les problèmes sécuritaires. Ils ont remis au président burkinabé un rapport adopté à l'unanimité selon le président de l'Assemblée nationale. Dans certaines régions ou provinces, il est quasi impossible d'y mettre les pieds. Les députés ont donc proposé de reporter les législatifs à fin 2021. Elles étaient initialement prévues le 22 novembre prochain. La présidentielle est pour sa part maintenue. Présidence de l'Organisation mondiale du commerce, l'Afrique en ordre dispersé. 6 candidats se sont déclarés, les 3 sont des Africains. Le Suisse-égyptien Hamid Mamdou, haut fonctionnaire à l'OMC, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances et chef de la diplomatie. La Kenyane Amina Mohamed, elle a été à la tête de la diplomatie kenyane jusqu'en 2018 et a représenté son pays à l'OMC. Les candidatures ont toutes été déposées hier mercredi. Et pour terminer, la mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, on l'a dit, est décédé hier à l'âge de 61 ans des suites d'un malaise. Le président Ouattara a rendu hommage à celui qu'il appelle son jeune frère, son fils. Amadou Gon Coulibaly avait été désigné pour être le candidat du parti au pouvoir, le RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Merci Georges Déthié Diop, il est midi et 26 minutes. RFM Sport.
La saison de football 2019-2020 au Sénégal est définitivement arrêtée à cause du coronavirus. Une décision différemment appréciée par les différents clubs. Teungueth FC, solide leader de la Ligue 1, n'est pas d'accord avec la décision de la Fédération sénégalaise de football, Soda Thiam. Les avis sont partagés par rapport à l'arrêt définitif du championnat du Sénégal. Teungueth FC, leader de la Ligue 1 et désigné pour représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions, n'a pas bien accueilli cette décision selon le secrétaire général Badou Dia. La décision prise par la fédération pour la suite du championnat est mal perçue à Teungueth FC parce que nous jugeons que c'est paradoxal de demander à Teungueth FC d'aller représenter le Sénégal à la Ligue des champions africaine, alors que l'on ne décerne pas le titre de champion. Maintenant, une réunion va se tenir durant le week-end et par exemple, il y aura aussi un point de presse qui va se faire à la suite de cette réunion et nous allons vous revenir sur les décisions prises lors de notre réunion. Du côté de Seneps, dernier au classement de la Ligue 1, c'était la bonne décision, pense l'entraîneur Gawusu Dramé. Je crois qu'il n'est pas possible de continuer ce championnat-là parce que d'abord, la maladie a surpris tout le monde et que la fédération a tenté de remettre le championnat, mais en vain, je crois que si on devait même continuer, ça sera un championnat de tâtonnement. Maintenant, c'est vrai que moi, ma position, elle est un peu délicate parce que je quitte la dernière place. Peut-être que si je dis que je suis avec l'arrêt de ce championnat-là, peut-être que ça pourrait être vu d'une autre manière. Mais nous devons au moins participer au développement de ce football. Pas de descente, pas de montée également pour les clubs de Ligue 2. Pour la Linguère de Saint-Louis, leader de la Ligue 2 et qui était sur la bonne voie, cette décision est injuste, estime le secrétaire général Rawan Bay. Actuellement, c'est qu'au niveau de la Linguère de Saint-Louis, on ne s'est pas encore réuni pour prendre des décisions. Mais pour moi, c'est une décision injuste parce que basée sur aucune base légale. Inéquitable parce que dans tout championnat, il y a des sanctions positives et des sanctions négatives. Et à l'occurrence des montées et des descentes. Et incohérente dans la mesure où on ne peut pas priver Teungueth FC de son titre de champion et nous priver de notre montée et désigner Teungueth FC qui a compétir en Coupe d'Afrique. Donc pour moi, c'est une décision incohérente. Une décision qui va encore animer le débat en attendant la date prévue pour le démarrage de la nouvelle saison 2020-2021 le 31 octobre prochain. Merci Soda Thiam. Accueillons à présent Binta Diallo pour Coronews, l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Ce jeudi 9 juillet, le virus touche près de 12 millions de personnes dans le monde. Aux États-Unis, le nombre de contaminations dépasse les 3 millions. Le président Donald Trump annonce un vaccin avant la fin de l'année. En attendant, le bilan s'alourdit au Brésil, près de 50 000 cas en 24 heures. Tendance haussière également en Italie. À Venise, le virus accélère sa vitesse de croisière. Le gouverneur est tout furieux et attribue cette situation au comportement irresponsable de certaines personnes. En Espagne, l'on recense 4 morts en 24 heures seulement. Bilan en augmentation toujours en Angleterre. La Chine fait état de 9 nouvelles contaminations. Plusieurs personnes reconfinées. Le nombre de cas d'infection également élevé en Allemagne avec près de 10 000 morts. Le gouvernement portugais joue, lui, la carte de la prudence. Le pays enregistre une nouvelle vague d'infection. Lisbonne, la capitale, est confinée pour 2 semaines. Au Mexique, l'épidémie progresse tout comme en Iran. Rapide progression de la maladie. La Russie également pas épargnée, près de 7 000 nouveaux cas ce jour. La Corée du Sud compte également aujourd'hui plus de 60 nouvelles contaminations. Pendant ce temps, le Pérou entame son déconfinement malgré une situation de propagation du virus qui inquiète. L'Inde est impuissante face à la prolifération des cas testés positifs. Les experts indiens déclarent que le pic ne sera pas atteint avant plusieurs semaines. Au Chili, l'épidémie s'accélère et le bilan ne cesse de grimper. Même situation en Égypte, 75 morts de plus en 24 heures seulement. La Suède enregistre près de 800 nouveaux cas ce jeudi. Le Japon est dans la même situation macabre. Le Maroc semble maîtriser l'épidémie avec un taux de létalité de 1,65% et un taux de guérison de 70,75%. L'Algérie se déconfine malgré une hausse des cas de contamination. L'Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent où le nombre de cas ne cesse de croître. Le pays de Ramaphosa a recensé rien que ce jeudi 100 morts. Plus de 100 morts également au Sénégal où le virus dicte sa loi depuis plusieurs semaines maintenant. RFM, la presse du jour.
La presse de ce jeudi 9 juillet 2020, lue et commentée par Georges Détié-Diop. Rupture définitive entre Abdoulaye Wade et Oumar Sarr et compagnie. Les Échos informent que l'ancien numéro 2 du PDS et ses compagnons d'aventure ont décidé de quitter Maître Wade et de créer leur propre parti afin de prendre leur destin politique en main. L'AS va plus loin et donne le nom du parti, le NPD, Nouveau Parti démocratique. Ainsi, souligne l'AS, Oumar Sarr, Maître Amadou Sall, Babacar Gaye et autres appellent les Sénégalais à imprimer avec eux leur volonté de participer aux prochaines échéances électorales pour conquérir démocratiquement le pouvoir et l'exercer au grand bien des masses. Le parti de Oumar Sarr et compagnie est né des entrailles du PDS. C'est le cas aussi de l'APR, l'Alliance pour la République qui, selon le quotidien, donne l'image d'un bateau qui tangue dangereusement avec un capitaine qui perd le cap. Pour le journal, l'affaire Cissé Lo n'est que la partie visible de l'iceberg dans une formation politique qui doit se réinventer pour assurer sa survie après le pouvoir. L'APR, un parti non structuré où la violence, l'indiscipline, la défiance, entre autres, sont monnaie courante. Portrait de l'Alliance pour la République, un parti impolitique à lire à la page 6 du journal Le Quotidien. L'APR dont le patron a l'œil sur son ministre des Affaires étrangères. C'est en tous les cas ce qu'affirme Tribune. Et pour cause, Amadou Ba est accusé d'être un homme ambitieux en direction de 2024. Il est accusé de lorgner le fauteuil présidentiel. Son collègue de l'environnement, Abdou Karim Sall, lui, fait l'actualité. Cela du fait de l'affaire des gazelles transférées dans son ranch privé. Une affaire qui, si l'on se fie à l'Observateur, est loin de connaître son épilogue. Selon mon confrère, environnementaliste, écologiste, membre de la société civile dénonce un réel conflit d'intérêts, un crime économique. Sans doute ce qui fait dire au quotidien LAS que le ministre Abdou Karim Sall est dans le creux de la vague. Mais l'Obs souligne par ailleurs que le directeur des parcs nationaux, le colonel Boukar Ndiaye, précise que la procédure octroyant à Abdou Karim Sall les 6 gazelles s'est déroulée dans les règles de l'art, même s'il refuse de dire s'il savait que la ferme appartenait au ministre de l'Environnement et du Développement durable. Toujours dans l'Observateur, le journal traite des présumés scandales fonciers qui défraient la chronique. Babacar Ngom et les condamnés de la terre. Large dossier dans l'Observateur. Les graves révélations des populations de Ndengeler et de Djilar où mon confrère s'est rendu. Gadaï, 253 familles en galère. Malika, le désarroi de milliers de pères de famille. Et au sujet de la Corniche Ouest, Mamboy Diao, le directeur des domaines, confie dans le journal que le président n'a jamais dit qu'il va retirer les baux sur le littoral de Dakar. Les violations du domaine public maritime dans la presqu'île du Cap-Vert, un dossier sur le sujet dans Sud Quotidien. Une très vieille histoire qui risque de finir mal. Dossier réalisé par Pape Sambakan. Un coup d'œil à présent dans Source A, le journal fait savoir que l'autoroute 2 voies destinée à encercler Touba est tombée à l'eau. La cité religieuse n'aura finalement droit qu'à une seule route. Source A informe que le projet que pilotait l'Agéroute a été finalement confié au Promoville. Nous restons dans le secteur des transports quand l'État entretient l'illégalité. Constat du journal Enquête. Mon confrère souligne qu'en suspendant la délivrance des licences pour exercer la profession de taximan, l'État maintient plusieurs centaines de jeunes chauffeurs sénégalais dans l'illégalité, renonce à des niches budgétaires importantes, favorise la corruption sur la route, proroge la vie de milliers de cercueils ambulants et expose les usagers à la surenchère. À la une de Vox Populi, bilan de l'OMS pour le continent, l'Afrique dépasse les 500 000 cas et 12 000 décès. Ainsi, l'OMS note que jusqu'à présent, le continent a évité le désastre. Mais il faut faire en sorte que les systèmes de santé déjà débordés n'atteignent leur point de rupture. Pour ce qui est du Sénégal, Vox Populi note que notre pays affiche 141 morts et 37 cas graves. Sur un total de 7657 cas déclarés, 5097 ont guéri et 2418 sont sous traitement. Sport pour terminer, Record informe que la Fédération sénégalaise de football va distribuer 1 milliard de francs CFA aux clubs et associations. La saison est arrêtée définitivement. 2020-2021 débute le 31 octobre. Tout sur le comité exécutif d'hier à lire à la page 3 du journal Record. Pendant ce temps, c'est Papis Demba Cissé qui trône à la page de titre du quotidien Stade. Il a marqué hier 2 buts contre Galatasaray. Papis inarrêtable à 34 ans, s'exclame le journal Stade. Le Lion, selon mon confrère, a inscrit 9 buts lors des 5 derniers matchs. Il prend ainsi la tête des buteurs à 3 journées de la fin. Avec 22 réalisations, Papis égale
sa saison la plus prolifique. Dans le secteur de la lutte, c'est comme si l'on se crêpait le chignon. Dans le journal Sunulam, c'est Sitor Ndour qui allume Aliou Sarr. Il déclare qu'au vu de la situation, il doit quitter. Il n'en peut plus, comme l'a dit Yekini. Il veut faire tout à la place des autres. Sitor Ndour fait savoir qu'une pétition de 5000 personnes réclame le départ d'Aliou Sarr de la tête du CNG. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h36, bienvenue à Point de vue qui s'intéresse aujourd'hui au plan de relance de l'économie nationale en cours d'élaboration et qui va s'appuyer sur l'agriculture. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Maïssa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Babou, bonjour. Suleiman. Bonjour à vous, Youssou Diallo, président du Club Sénégal Émergent. Bonjour. Alors, je reste avec vous, M. Youssou Diallo. Il est question de relance de l'économie nationale en s'appuyant sur l'agriculture. Or, quand on regarde la structure du produit intérieur brut du Sénégal, l'agriculture n'est pas forcément le moteur le plus dynamique. On reviendra tout à l'heure sur les chiffres. Or, le plan Sénégal émergent justement vise dans son premier pilier la transformation structurelle de l'économie en consolidant les moteurs actuels, c'est-à-dire le tertiaire et le secondaire, et en développant de nouveaux secteurs créateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette quadrature du cercle? Comment, dans les conditions actuelles de la structure économique du Sénégal, on peut s'appuyer sur l'agriculture pour relancer? Comment ça va se faire? Oui, je vous remercie, effectivement. Votre question est très complexe, mais je vais tenter d'y répondre. Effectivement, quand un pays se développe, en général, en économie de développement, on note un recul du secteur primaire et particulièrement de l'agriculture par rapport aux autres secteurs. Mais pour le cas du Sénégal, quand vous prenez l'agriculture au sens large, stricto sensu, vous avez à peu près entre 15 et 17% du PIB. Mais quand vous prenez l'agroalimentaire, qui fait à peu près 15 à 16%, vous les additionnez, vous n'êtes pas loin de 30%. Donc, quand on dit que l'agriculture est le moteur du plan Sénégal émergent, c'est un peu les impacts de l'agriculture, non seulement dans la vie des larges masses populaires du Sénégal, mais aussi sur le secteur de l'agro-industrie et des structures connexes. Je crois que c'est cela qu'il faut expliquer aux gens et qui fait que, de prime abord, ils disent que oui, ça fait 15 à 16% et puis ils s'en limitent là. Mais je crois qu'il faut aller au-delà et expliquer la chose de cette manière-là. On reviendra plus en détail justement sur les pistes possibles justement de développement de cette agro-industrie en général. Mais avant cela, Maïssa Babou, économiste, quel est votre point de vue sur le choix du président de la République d'axer justement la relance de l'économie sénégalaise, sous-entendu post-Covid, sur ce secteur certes important, mais qui n'est pas le moteur actuel de la croissance au Sénégal? Écoutez, Ibrahim Suleiman, si je prends au mot le président, dans son discours d'après-élection, il avait parlé de relance de l'économie, mais à travers le secteur industriel, c'est-à-dire le secteur secondaire. Exactement. Aujourd'hui, il revient pour nous dire qu'il veut relancer l'économie post-Covid, mais à travers l'agriculture et comment? Moi, je ne peux pas comprendre quand même qu'en ajoutant 20 milliards sur les 40 milliards qui étaient composaient le financement de l'hivernage, là, qu'on veuille nous faire croire que quand même, on va faire une relance économique avec 60 milliards. Ce n'est pas une stratégie. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas le programme. Le programme va arriver puisque c'est en cours de finalisation. Les concertations sont en cours. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut substantiellement augmenter les financements qui sont injectés dans le secteur pour prétendre relancer l'économie sénégalaise? Oui, c'est-à-dire, si je prends au mot aussi le ministre Hott, moi, je suis parfaitement d'accord quand il dit que le PSE2 devra être réorienté. C'est la question. Est-ce qu'il faudra revoir le PSE, effectivement? Mais c'est une question que je prévoyais pour Youssou Diallo. Oui, non. C'est pour vous dire que moi, je suis d'accord pour qu'on ait une politique de relance, mais une politique d'ensemble.
qu'on vienne maintenant mettre plus 20 milliards dans l'agriculture sénégalaise pour dire que c'est une politique de relance, moi je dis comment avec seulement plus 20 milliards on va relancer une agriculture, d'autant que l'hivernage a déjà commencé et que les gens n'ont même pas vu très souvent. Moi je suis au Baol actuellement et les gens se plaignent beaucoup. Donc ce que je voudrais dire, c'est que dans ces cas d'espèce, quand on est confronté à ces difficultés-là, moi je crois que pour être plus sérieux, on pouvait quand même être sur les aspects stratégiques, concocter un plan directeur pour engager une véritable relance au lieu de se précipiter comme ça. Je ne sais pas si ce sont les effets d'annonce pour dire que oui, le président a décidé quand même de relancer l'économie du Sénégal à travers plus de 20 milliards dans le secteur agricole. Là, c'est ça mon problème. Alors, on reviendra tout à l'heure à vous réfléchissez à des propositions, une ou deux propositions majeures que vous auriez faites au ministre de l'économie s'il vous consultait. Je rappelle que les concertations sont en cours. Mais avant cela, Youssou Diallo, justement, la question que vient de poser M. Maïssa Babou, est-ce que justement la nouvelle approche de développement imposée par le Covid-19 va nous induire forcément à changer les plans du PSE? Oui, d'abord, avant de revenir à cette question, je voudrais expliquer à mon goro, Maïssa Babou, d'ailleurs c'est mon goro, je voudrais le souligner, qu'effectivement, les 20 milliards qui ont été ajoutés au budget du ministère de l'Agriculture servent essentiellement à amortir le choc qu'il y a eu au niveau du secteur agricole. Vous savez que les Louma, presque pendant 2 à 3 mois, ont été fermés. Les gens oublient que le secteur agricole a été très impacté. Maintenant, pour augmenter les subventions au niveau des intrants et créer les conditions d'une bonne campagne agricole, puisque l'hivernage, les prévisions sont bonnes, le gouvernement a voulu faire une politique de dopage de la campagne agricole. Donc ça, c'est une politique qu'on va appeler une politique conjoncturelle. La politique de relance est une politique structurelle de relance de l'économie qui va voir un peu comment répartir les investissements qui vont avoir les effets d'entraînement sur le secteur agricole. Je crois que sérieux pour sérieux. Voilà un peu expliquer la démarche du gouvernement. Maintenant, sur le plan de relance, effectivement, il est en cours et le plan de relance va comporter fondamentalement 2 à 3 axes. Le premier axe, c'est renforcer la résilience de notre économie. Montrer que nous sommes dans une conjoncture de mondialisation. Le Sénégal est très bien intégré dans l'économie mondiale, mais le Sénégal a besoin, puisque nous sommes dans un contexte d'économie incertaine, de risques de catastrophes et de fléaux qui se rapprochent de plus en plus, que notre économie, dans ces situations-là, puisse répondre. Et ça, c'est ce que le président a dit, produire sénégalais et consommer sénégalais. Bien sûr, après avoir fait les transformations. L'autre aspect, c'est la compétitivité internationale. Parce qu'une économie qui n'est pas compétitive, on a beau parler de nationalisme économique, de résilience, mais il faudrait, par rapport au coût de notre économie, que nous soyons au niveau des coûts les plus bas au niveau international. Donc voilà, c'est cette double exigence-là qu'il va falloir combiner. Donc résilience et compétitivité, ce sera autour de ces 2 axes fondamentalement que le plan de relance sera bâti. Très bien. Maïssa Babou, au plan purement économique, en plus des propositions que j'ai évoquées tout à l'heure, au plan purement économique, faut-il relancer l'économie par la production, stimuler un peu l'offre et tout, ou fallait-il songer aussi à la consommation, c'est-à-dire à ce niveau-là, peut-être avoir une approche un peu plus régionale, puisque nous avons une union économique et monétaire, essayer de voir comment stimuler la consommation à travers le levier monétaire, etc. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est une stratégie cohérente et durable de se recroqueviller sur soi-même et de chercher à travailler sur les secteurs plutôt que sur une approche d'ensemble de l'économie? Même si Youssou Diallo, effectivement, a évoqué tout à l'heure cette approche holistique un peu de toute la filière, de toute la chaîne de valeur. Mais pour revenir à la question, production ou consommation? En fait, M. Diallo, que je salue, c'est mon grand frère, c'est vraiment
mon aîné à l'université, très gentil. Et c'est mon goro aussi. Et votre goro, oui, nous a-t-il dit. Donc j'ai beaucoup appris de lui aussi, hein, ça franchement, je vais le dire. Mais il a évoqué tout à l'heure un mot très fort. C'est-à-dire que l'économie sénégalaise, pratiquement du côté de l'alimentation, donc de l'agriculture, n'a aucune résilience. On l'a vu. Rien que pour soulager les populations, il a fallu plus de 3 mois pour qu'on puisse disposer quand même des kits. Cela dénote effectivement une faiblesse extrêmement grave dans une mondialisation où tout peut arriver. Et donc, pour nous protéger, il nous faut aller effectivement dans le sens d'une sécurisation de notre économie, mais beaucoup mieux, comme vous l'avez dit, Ibrahima, si c'était vraiment au niveau régional, au niveau sous-régional, UEMOA ou CEDEAO, qu'on puisse quand même mettre en place ensemble des plans stratégiques pour protéger notre zone, surtout quand on sait que les chocs au niveau mondial peuvent arriver n'importe comment et n'importe quand. Donc, oui, pour une assise agricole, agroalimentaire, moi je continue de croire que le président n'a pas oublié quand même que l'industrialisation, qui est un peu le maillon faible, très faible de notre agriculture, parce que si vous avez de l'agriculture, de l'arachide que vous ne pouvez pas traiter, si vous avez de l'anacade que vous ne pouvez pas traiter, qu'est-ce qui reste dans ce pays comme quantité agricole, si ce n'est peut-être de petites cultures? Donc il nous faut aller dans le sens effectivement, comme la Côte d'Ivoire qui est presque à 55% de traitement de son cacao ou 60%, comme le Ghana, mais il nous faut aller dans le sens non seulement d'un dynamisme agricole avec une politique agricole réorientée vers l'essentiel, et ensuite nous projeter dans une agro-industrie qui permettrait quand même d'asseoir non seulement une politique de manger ce qu'on produit chez nous, mais c'est avec tous les emplois que ce secteur industriel et toute la valeur ajoutée que cela peut produire. Oui, la valeur ajoutée sociale déjà. C'est que au lieu d'aller dans le DER et demander tout le temps au gouvernement des emplois, moi je crois que cette dynamique économique-là qui tend vers l'agro, si on fait l'addition de toute la chaîne de valeur, effectivement, non seulement il y aura le bénéfice économique de l'utilité, mais il y aura aussi le bénéfice économique social quand même de la création d'emplois. Donc, moi ce que Grand Youssou a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on se projette tout de suite maintenant vers un seul hivernage. Moi, c'est là mon problème. Il nous faut aller plus loin, viser plus haut et regarder est-ce que à partir de maintenant, ce plan de relance que peut-être que M. Hott est en train de concocter comportera effectivement les dimensions, en tout cas qui sont les faiblesses de notre économie agricole, parce que quand on parle d'agriculture, c'est aussi l'élevage. Donc il faut aller dans le sens d'une autonomisation de notre pays pour nous protéger contre tous les chocs au niveau international. Merci beaucoup. Avec votre permission, je voudrais terminer avec Youssou Diallo, président du Club Sénégal Émergent, puisque c'est lui qui a évoqué l'agro-industrie. Pour le ramener sur une question d'actualité, c'est la question du foncier, puisque qui dit agro-industrie évoque en filigrane la question de l'accès et de la sécurisation foncière pour les investisseurs, et ça nous ramène à une brûlante actualité. Est-ce que vous ne craignez pas justement que sous prétexte de relance par l'agriculture, il y ait des problèmes de ce point de vue? Comment anticiper ces problèmes? On a 30 secondes pour cela, Youssou Diallo. Là, vraiment, le gouvernement a 2 options. D'abord, sécuriser le foncier pour les communautés de base. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est aussi créer les conditions pour que l'investissement privé, y compris l'investissement privé national, puisse se déployer dans le secteur agricole. Maintenant, il y a un troisième principe, les grands projets d'utilité publique et autres de développement puissent être réalisés. Et je crois que le projet de réforme foncière qui est sur la table du président et qui sera bientôt adopté sous forme d'une loi foncière va nous permettre de régler définitivement cette question. Parce que sans une réforme foncière conséquente, notre agriculture ne pourra pas se développer.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof qui sera présentée tout à l'heure par Mamadou Mohamed Ndiaye. Je vous remercie d'avoir écouté cette édition du Grand Journal. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée et qui m'a permis de vous la présenter dans d'excellentes conditions. Dans un instant, Allô Présidence, excellent après-midi à tous, au revoir.